Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Audrey Lebas, professeure ordinaire au département de droit civil de notre faculté depuis 2005. Le parcours de cette collègue, dont les talents pédagogiques et le goût de la recherche se sont révélés dès le terme de ses études à l'Université de Neuchâtel, est particulièrement riche, tant sur le plan académique que celui de la connaissance du terrain. C'est ainsi qu'après l'obtention du brevet d'avocate, elle a acquis un master en droit à la Harvard Law School avant d'être admise au barreau de New York. Son doctorat en droit, distingué par le prix Walter Hug, a été consacré à la répartition traditionnelle des tâches entre les conjoints, sujet combien d'actualité au regard du principe de l'égalité entre hommes et femmes. Les domaines principaux de ses activités se situent dans le droit des personnes, de la famille et des successions. Préoccupée très tôt par le sort des personnes dépendantes, elle a été amenée à approfondir les questions liées à la représentation et la protection de l'adulte, le sort des personnes âgées occupant une place privilégiée dans les axes de ses recherches. C'est ainsi qu'elle fut associée à la direction de l'Institut de droit de la santé de l'Université de Neuchâtel, membre du conseil de fondation de Prosénectouté, et qu'elle participa à l'élaboration des directives médico-éthiques et recommandations relatives au traitement et à la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance, émises par l'Académie suisse des sciences médicales. La commission fédérale d'experts chargée de la révision du Code civil consacré à la protection de l'adulte a fait appel à Madame Lebas pour l'approfondissement de diverses questions, en particulier en vue d'améliorer la condition des personnes âgées placées en institution ou confrontées à la solitude. Ayant acquis une connaissance approfondie de l'ensemble des travaux législatifs qui se sont étendus sur de très nombreuses années, mon estimé collègue est particulièrement bien placé pour nous brosser un tableau des changements importants appelés à entrer en vigueur au 1er janvier 2013. Nous la remercions très chaleureusement d'avoir bien voulu accepter cette invitation malgré l'étendue sans cesse croissante de ses charges académiques. Nous aurons donc un exposé d'environ 3/4 d'heure. Vous disposerez d'une quinzaine de minutes pour formuler quelques questions par écrit auxquelles Madame Lebas est disposée à répondre très volontiers en fonction du temps disponible. Je vous remercie d'ores et déjà pour tous ceux qui ont fait le déplacement malgré la pluie. Ça doit bien être le premier jour de pluie depuis des semaines. Je n'habite pas moi-même Genève, mais je doute que vous ayez eu beaucoup plus d'eau finalement que dans ma région. Je donne la parole à Madame Lebas. Merci encore. Madame, Monsieur, cher Martin, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui du nouveau droit de la protection de l'adulte. Ce d'autant plus que je le fais devant l'un des pères de ce nouveau droit, qui est le professeur Martin Stettler. Ça me fait très plaisir qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Je commencerai par vous parler des travaux qui ont conduit à l'adoption de ce nouveau droit. Puis je regarderai avec vous quels sont les motifs qui ont poussé le législateur à réviser son code civil, le code civil de 1907. Puis je vous parlerai des mesures du nouveau droit, des différentes catégories de mesures. Je mettrai à cet égard l'accent sur l'une des mesures, sur les mesures personnelles anticipées, le mandat pour cause d'inaptitude, et puis ce sera le moment de conclure. Je vais juste reprendre le diaporama. Voilà. La révision du droit de la tutelle a commencé il y a plus de 40 ans par une première intervention parlementaire en 1962
Mais en fait, elle a véritablement pris son élan au début des années 90 seulement, sous la direction du groupe d'experts dont faisait partie le professeur Martin Stettler, qui a élaboré un premier avant-projet en 1998. Le Conseil fédéral a ensuite nommé une commission qui n'était pas composée que de juristes, mais qui était une commission interdisciplinaire, qui, après d'assez longs travaux, a rendu en 2003 un projet qui a été repris quasiment tel quel par le Conseil fédéral, qui l'a soumis aux chambres fédérales, chambres qui n'ont fait que quelques légères modifications, et donc c'est plus ou moins ce texte qui a été adopté au vote final par les chambres fédérales le 19 décembre 2008, un joli cadeau de Noël pour la Commission, comme le disait l'une de mes collègues. L'entrée en vigueur a été fixée par le Conseil fédéral au 1er janvier 2013. Vous me direz, mais pourquoi un tel laps de temps entre le moment de l'adoption du texte et le moment de son entrée en vigueur? Eh bien, c'est pour donner aux cantons le temps de réorganiser leurs autorités, puisque l'actuelle autorité tutélaire sera remplacée par une autorité de protection de l'adulte composée de manière interdisciplinaire. Alors, pourquoi une révision? On peut, à mon avis, retenir 4 raisons principales. La première tient à une discordance qui existe entre le droit actuel, le droit de 1907, et le droit tel qu'il est en réalité appliqué. Comme vous le savez, le droit actuel prévoit comme mesure principale l'interdiction, qui est suivie d'une mise sous tutelle ou sous autorité parentale. Or, c'est une mesure qui est très incisive, qui prive de l'exercice des droits civils et confère aux tuteurs, respectivement aux parents, un pouvoir général de représentation et d'assistance. Les besoins d'aide des individus n'exigent pas souvent une mesure aussi lourde, de sorte qu'aujourd'hui l'interdiction est devenue l'exception plutôt que la règle. Si l'on regarde les statistiques, les statistiques de l'année 2009, qui ont été publiées en décembre 2010, on voit que pour cette année-là, l'interdiction représente le 16% des nouvelles mesures qui ont été prononcées. Et c'est en fait la curatelle, la mesure la moins incisive, qui est la plus fréquemment instituée. Elle représente le 81% des mesures instituées cette année-là. Or, si l'on regarde notre Code civil, on constate que sur les 104 articles que comporte le droit de la tutelle, on en a une douzaine seulement qui sont spécifiquement consacrés à la curatelle. La très grande majorité des dispositions de la loi sont consacrées à la tutelle. Deuxième raison, les besoins de la société ont changé. Les catégories de personnes auxquelles les mesures sont destinées ne sont plus tout à fait les mêmes. Ainsi, par exemple, en 1907, les personnes du 4e âge et les toxicomanes n'étaient pas au centre des préoccupations, alors qu'ils le sont à l'heure actuelle. Les valeurs ont également évolué. Les droits individuels se sont considérablement renforcés depuis le début du siècle passé. Le principe de proportionnalité apporte désormais des limites plus strictes aux atteintes que les mesures portent aux droits des individus, et il s'agit d'en tenir compte. Et dernière raison, la loi actuelle utilise une terminologie qui, aujourd'hui, est ressentie comme stigmatisante. Les termes de tutelle, interdiction, pupille sont très mal acceptés, et donc la révision donne l'occasion d'introduire une terminologie qui est encore vierge de tout stigmatisme. On parlera désormais de droit de la protection de l'adulte,
de curateur, de curatelle, qui était la mesure la moins stigmatisante du droit actuel, et de personnes concernées, hein, pour la personne qui fait l'objet d'une mesure de protection de l'adulte. Passons maintenant aux différentes mesures qui sont proposées par le nouveau droit. Alors on en a 3 catégories. On a d'une part, ici tout à la droite de votre écran, on a les mesures au sens traditionnel qui sont les mesures prises par l'autorité. Il s'agira désormais, comme je le disais, des curatelles et du placement à des fins d'assistance. J'y reviendrai tout à l'heure. À côté de ces mesures de type traditionnel, le législateur a choisi d'introduire deux nouveaux types de mesures. Tout d'abord, les mesures personnelles anticipées, qui ont pour objectif de renforcer l'autonomie, l'autodétermination de la personne. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, les mesures qui sont appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement. Il s'agit, comme leur nom l'indique, de mesures qui trouvent application de par la loi, sans intervention de l'autorité. Je vais reprendre ces 3 types d'instruments dans cet ordre. Le nouveau droit, avec les mesures prises par l'autorité, innove autant que ce soit possible en introduisant un système de mesures qui peuvent être très exactement calibrées sur les besoins de la personne à protéger. On aura comme différents types de curatelle, la curatelle d'accompagnement, qui, comme le nom l'indique, ne conférera pas de pouvoir de représentation au curateur, mais permettra à celui-ci d'apporter aide et conseil à la personne protégée. On aura une curatelle de représentation qui permettra de conférer un pouvoir de représentation pour une affaire en particulier ou, par exemple, pour la gestion de tout ou partie du patrimoine de la personne. Et on aura la curatelle de coopération, qui est une curatelle avec laquelle la personne ne peut pas effectuer un acte juridique visé par la mesure sans le consentement de son curateur. Ces 3 types de curatelle pourront être combinés. On parlera à ce moment-là d'une curatelle combinée. Et si nécessaire, ça devrait toutefois rester assez exceptionnel dans l'idée du législateur, l'autorité pourra conférer un pouvoir général au curateur. On parlera à ce moment-là d'une curatelle de portée générale qui est en fait assez proche de l'actuelle mesure d'interdiction suivie d'une mise sous tutelle. Si on prend un petit exemple, avec ces nouvelles curatelles, l'autorité pourra prendre en faveur d'une personne âgée une curatelle de représentation qui porte exclusivement sur la gestion de ses revenus, permettant ainsi de régler des factures qui restent régulièrement en souffrance. Elle pourra combiner cette curatelle de représentation avec une curatelle d'accompagnement pour préparer une entrée en institution, parce que la personne est de plus en plus physiquement dépendante et que bientôt les soins à domicile ne suffiront plus. Et on pourrait aussi envisager, pour un immeuble dont elle est propriétaire, une curatelle de coopération pour éviter qu'elle ne vende son immeuble à l'encontre de ses intérêts, comme elle menace de le faire régulièrement. Donc on aura la possibilité comme ça de cibler très exactement la mesure sur les besoins de la personne. Aujourd'hui, on prononcerait aussi une combinaison de mesures, mais sans que cette combinaison soit expressément prévue par la loi, et avec, dans le résultat, un champ de protection beaucoup plus large que ce qui est réellement nécessaire. Et c'est en cela que le nouveau droit améliore clairement le droit actuel, puisque le droit actuel a un système de catégories de mesures dont les effets sont imposés par la loi. Il n'y a pas de flexibilité à cet égard.
Comme l'a fort joliment exprimé le Conseil fédéral, on va, avec ce nouveau droit, passer du prêt-à-porter au sur-mesure. À côté des mesures de curatelle, le nouveau droit maintient une mesure du droit actuel qui permet de priver une personne de sa liberté et de la placer en établissement. On parlera simplement désormais de placement à des fins d'assistance plutôt que de privation de liberté à des fins d'assistance. Il y a quelques petites améliorations qui sont également apportées à cette institution. Un des avantages du nouveau droit tient également à la souplesse des effets des mesures sur la capacité civile. Si l'on regarde les différentes mesures, on voit que seule la curatelle de coopération et la curatelle de portée générale auront un effet automatique sur la capacité civile. Mais c'est avec la curatelle de représentation que l'autorité pourra choisir de limiter ou non l'exercice des droits civils sur la base des besoins de la personne. Donc avec cette curatelle qui sera vraisemblablement une des curatelles les plus utilisées, on aura un effet très flexible quant au caractère incisif ou plus ou moins incisif de la mesure sur les droits de la personne. Je passe maintenant à la deuxième catégorie de mesures. Il s'agit des mesures personnelles anticipées. Les mesures personnelles anticipées permettent à la personne concernée de manifester sa volonté de manière anticipée alors qu'elle est encore capable de discernement. De cette manière-là, la personne conserve un certain contrôle sur son futur, même si elle est devenue incapable de discernement. Ce sont donc des mesures qui favorisent l'autonomie ou l'autodétermination des individus. On connaît deux types de mesures anticipées, mesures personnelles anticipées, les directives anticipées et le mandat pour cause d'inaptitude. Je commencerai par les directives et je mettrai ensuite l'accent sur le mandat pour cause d'inaptitude. Les directives anticipées ont pour objet une volonté qui a été exprimée en matière médicale. On peut ainsi manifester sa volonté à propos de traitements médicaux que l'on accepte ou que l'on refuse, au cas où la question devrait se poser alors que l'on est devenu incapable de discernement. On peut par exemple consentir de manière anticipée à des soins palliatifs. On peut décider de refuser toute réanimation si on est, par exemple, victime d'une atteinte cérébrale extrême, entraînant la perte permanente ou irréversible des facultés de communication. Il s'agit là d'exemples tout à fait classiques de directives anticipées. Une directive anticipée permet aussi de désigner une personne de confiance qui sera appelé à prendre des décisions en matière médicale au nom de l'auteur des directives, évidemment au cas où celui-ci deviendrait incapable de discernement. Tant qu'il est capable de discernement, l'auteur prend évidemment lui-même ses décisions en matière médicale. On parle ici d'un représentant thérapeutique. Le représentant prendra la décision, donc se prononcera, en tenant compte de la volonté qui a été manifestée par l'intéressé à propos de tel ou tel soin de santé, si ces volontés existent, ou alors sur la base de la volonté hypothétique de la personne protégée et de son intérêt objectif. En introduisant ces dispositions, le nouveau droit reprend des principes qui ne sont pas inconnus de notre ordre juridique, peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Ces directives font en effet l'objet de réglementations plus ou moins détaillées dans les législations cantonales. Les directives du premier type, donc ce qui concerne les décisions en matière médicale, sont même réglées par la quasi-totalité des cantons suisses, avec toutefois des différences entre les législations cantonales, notamment sur le genre d'actes pouvant faire l'objet d'une directive.
Donc la situation n'est pas la même selon l'endroit où l'on est hospitalisé. Le second type de directive, qui permet de désigner un représentant thérapeutique, est réglé plutôt à l'heure actuelle dans les législations sanitaires des cantons de Suisse romande. Genève, dans sa loi de santé, réglemente les deux types de directives anticipées. Les dispositions qui sont proposées par le nouveau droit ont donc le mérite d'harmoniser les différentes législations cantonales et vont ainsi faciliter de manière importante l'application du nouveau droit. Il n'y aura plus de différence selon que le patient est hospitalisé à Fribourg ou dans les Grisons, par exemple. Ces nouvelles dispositions ont l'avantage d'être conformes aux engagements internationaux de la Suisse. Et je pense ici tout particulièrement à une convention, la convention dite d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui est une convention que la Suisse a ratifiée et qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2008. Enfin, ces dispositions introduisent un mécanisme de contrôle que souvent l'on ne trouve pas dans les législations cantonales, qui permet aux proches d'un patient d'en appeler à l'autorité de protection de l'adulte dans certains cas, et notamment lorsque les directives ne sont pas respectées. Je passe maintenant au mandat pour cause d'inaptitude. Alors, à la différence des directives qui trouvent application en matière médicale exclusivement, le mandat d'inaptitude permet de conférer des pouvoirs spécifiques ou des pouvoirs généraux dans tous les domaines, y compris en matière médicale. C'est une institution qui est encore inconnue de notre ordre juridique, ou qui en tout cas n'est pas expressément réglée à l'heure actuelle. Et c'est un instrument qui pourrait prendre vraiment beaucoup d'importance, peut-être autant que les dispositions pour cause de mort, testament ou pacte successoral. La particularité du mandat pour cause d'inaptitude tient au fait que le mandant, celui qui adopte le mandat, confère des pouvoirs à un mandataire qui les exercera à un moment où le mandant ne peut plus, de son côté, contrôler l'activité du mandataire. Donc on a une institution juridique qui est en fait une sorte de mandat sans mandant. Pour répondre à cette particularité, le nouveau droit introduit une série de protections des intérêts du mandant. J'en reprendrai quelques-unes tout à l'heure. Le mandataire sera souvent un proche, c'est quand même souvent à un proche que l'on va conférer ces pouvoirs, mais ça pourrait tout à fait être un autre tiers. Le mandat peut même être confié à une personne morale. Le Conseil fédéral, dans son message, donne l'exemple de prosénectuté, mais ce pourrait tout à fait être un prestataire de services comme une banque ou une fiduciaire. L'avantage de conférer un mandat à une personne morale tient au caractère en principe durable de ce mandat. Le mandant va devoir définir l'étendue des pouvoirs du mandataire. Alors, il peut choisir de conférer des tâches exclusivement en matière personnelle ou exclusivement pour une partie de son patrimoine, mais il peut aussi choisir de confier un pouvoir général qui porte tant sur l'assistance personnelle, on entend par là, entre autres, les décisions en matière médicale, la représentation et la gestion du patrimoine. Et il peut aussi prévoir des instructions sur la manière dont le mandat doit être géré par le mandataire. Afin de donner un caractère suffisamment solennel à ce mandat, et aussi pour que l'auteur se rende bien compte de l'importance de l'acte qu'il est en train d'adopter, le législateur a soumis le mandat à des exigences de forme. Il doit être adopté dans l'une des formes ordinaires du testament, donc soit la forme authentique,
devant notaire, soit la forme holographe. Et puis, le législateur a prévu qu'il était possible, sur demande du mandant, ici c'est le mandant qui doit effectuer cette démarche, et bien sur demande, le mandat pourra être inscrit dans la banque de données de l'état civil qui s'appelle Infostar, ce qui permettra évidemment ultérieurement de retrouver très facilement trace de ce mandat. Afin d'assurer une certaine protection à l'auteur du mandat, mais aussi aux tiers, le législateur a prévu une procédure de validation du mandat par l'autorité. Cette procédure distingue notre mandat du droit suisse d'instruments semblables qui existent déjà dans d'autres ordres juridiques. Je pense ici à l'Allemagne ou aux États-Unis. C'est une procédure qui est en fait calquée sur le système qui existe en droit québécois. L'autorité doit vérifier que le mandat a été constitué valablement, s'assurer notamment que les exigences de forme sont bien respectées, que les conditions de mise en œuvre sont remplies. On va s'assurer, et c'est bien entendu très important, que la personne est bel et bien devenue incapable de discernement. Et on va vérifier que le mandataire accepte le mandat et qu'il est apte à remplir ce mandat. Si nécessaire, l'autorité pourra prendre d'autres mesures de protection de l'adulte. On peut imaginer par exemple qu'on ait un mandat partiel et qu'il s'avère que d'autres éléments du patrimoine de la personne concernée aient besoin d'une intervention. À ce moment-là, l'autorité pourra prononcer une mesure de protection de l'adulte. Une fois ces vérifications faites, l'autorité va délivrer au mandataire un document. Ce document fait état de ses compétences. C'est un document évidemment qui est très important puisque c'est le document qui va lui permettre de se légitimer vis-à-vis des tiers. Le mandat, donc une fois qu'il a été accepté par le mandataire et que les vérifications de l'autorité sont intervenues, eh bien le mandat sera exercé par le mandataire pour cause d'inaptitude de manière libre et indépendante et sous sa propre responsabilité. L'autorité ne disparaît pas totalement, toutefois. Elle peut être appelée à jouer un rôle dans deux situations. Tout d'abord, s'il s'avère que le mandat est peu clair ou incomplet, ça peut arriver, notamment avec les mandats qui seront adoptés en la forme holographe, comme le testament. On peut tout à fait avoir une formulation qui n'est pas tout à fait claire. Eh bien, à ce moment-là, l'autorité pourra interpréter ce document. Et à la différence de ce que l'on connaît pour les testaments, eh bien, l'autorité pourra même le compléter, mais uniquement sur des points accessoires. L'autorité peut aussi être appelée à intervenir lorsque les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être par le mandataire. Donc, à partir du moment où elle apprend que les intérêts du mandant sont compromis au risque de l'être, eh bien l'autorité va intervenir et elle dispose là d'une large panoplie de moyens. Elle peut, par exemple, donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire, lui demander de présenter régulièrement des comptes ou encore lui retirer entièrement ou partiellement ses pouvoirs. Donc l'autorité n'est pas démunie de moyens, il faut toutefois qu'elle soit bel et bien informée de la situation et des abus du mandataire. Je passe maintenant à la troisième catégorie de mesures, les mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement. Le nouveau droit propose de reconnaître l'importance de l'aide fournie à la personne incapable en matière patrimoniale et en matière administrative par son conjoint et en matière médicale par ses proches au travers de certaines de ces nouvelles mesures.
Comme on le sait, la famille apporte depuis toujours une aide importante aux personnes incapables de discernement. Cette aide est déterminante pour retarder l'entrée en institution de la personne âgée. Les statistiques montrent bien que ce sont plus fréquemment des veufs qui entrent en institution que des personnes mariées. Or, à l'heure actuelle, l'existence d'un pouvoir de représentation du conjoint ou des enfants n'est pas toujours claire. Il n'y a pas d'ancrage clair dans la loi pour un tel pouvoir. Avec le vieillissement de la population, et en tenant compte du fait que l'État ne peut pas et ne doit pas prendre le relais, il est important de donner à cette aide fournie par la famille un bon cadre juridique. Alors, le nouveau droit introduit d'une part un pouvoir de représentation en faveur du conjoint, respectivement du partenaire enregistré, lorsqu'il fait ménage avec la personne protégée ou lui apporte une assistance personnelle régulière. On vise ici tout particulièrement la situation de couples qui, parfois pour des raisons de santé, devraient vivre séparément, pour avoir un conjoint qui est déjà en institution, l'autre qui est encore à domicile, le conjoint à domicile fournissant une aide, une assistance personnelle régulière au conjoint qui est déjà en institution. Le pouvoir portera, de par la loi, sur tous les actes juridiques qui sont généralement nécessaires à les besoins de la personne incapable de discernement, sur l'administration ordinaire des revenus et des autres biens, et permettra de prendre connaissance du courrier et de liquider cette correspondance. Par contre, pour tous les actes juridiques qui relèvent de l'administration extraordinaire des biens, je pense par exemple à la vente d'un immeuble, eh bien on aura besoin du consentement de l'autorité de protection de l'adulte. Le nouveau droit règle également la représentation dans le domaine de la santé. Il s'agit d'un pouvoir d'administration pour des soins qui seront administrés soit de manière ambulatoire, soit en milieu hospitalier. Ce pouvoir revient, bien entendu, c'est la logique ici du nouveau droit, tout d'abord à la personne qui a été choisie par l'intéressé, représentant thérapeutique. S'il n'y a pas de représentant thérapeutique, ce pouvoir reviendra à ce moment-là à un éventuel curateur. On peut avoir une mesure de curatelle qui confère un tel pouvoir de représentation à un curateur. Et si on n'a pas de curateur, eh bien, selon un ordre en cascade, ce pouvoir reviendra aux proches. Qui sont les proches? On a tout d'abord le conjoint ou partenaire enregistré s'il fait ménage commun avec la personne concernée ou lui fournit une assistance personnelle régulière. À défaut, le concubin, s'il fait ménage commun et fournit une assistance personnelle régulière. On a ici des conditions qui sont cumulatives. Puis, les descendants, dans l'ordre toujours, les descendants, les pères et mères et enfin les frères et sœurs, à la condition qu'ils fournissent une assistance personnelle régulière. À côté de ces mesures de représentation, le nouveau droit améliore la protection de l'incapable en home et en institution médico-sociale. Il prévoit des normes qui contribuent à donner plus de transparence aux rapports juridiques qui sont conclus entre le résident et l'institution. On parlera de contrat d'assistance qui sera désormais expressément prévu par la loi. Et puis, ces dispositions posent des standards minimums dans la qualité de la prise en charge. Le temps à disposition ne me permet malheureusement pas de vous en dire plus, mais c'est des dispositions qui sont tout à fait intéressantes. Alors, quels sont les points positifs de la réforme? Le législateur a adopté un droit qui est beaucoup plus respectueux des libertés individuelles et du principe de proportionnalité.
C'est vraiment un des points très positifs de ce nouveau droit. Le nouveau droit renforce l'autonomie des individus, on l'a vu, en leur offrant les instruments juridiques qui vont leur permettre à ces individus de manifester leur volonté de manière anticipée. Le nouveau droit donne un cadre juridique à l'aide qui est apportée par les familles, par la famille ou les familles et par les proches. Et enfin, dernier point positif, il fait table rase d'une terminologie qui, à l'heure actuelle, est perçue comme très stigmatisante. On peut toutefois s'interroger à propos de quelques points, me semble-t-il. Il y a quelques questions qui restent ouvertes. On ne sait pas encore bien exactement comment le droit va évoluer sur ces points-là. Le premier, c'est le but poursuivi par le législateur de vraiment cibler la mesure sur les besoins de la personne. Est-ce que ça sera vraiment possible? Est-ce que les autorités pourront vraiment faire face à la masse des personnes qui ont besoin de protection, et pour chacune de ces personnes, très exactement cibler la mesure sur ses besoins? Vraisemblablement, on aura là des pratiques qui vont se développer, des pratiques de mesure type répondant à des besoins types. C'est comme ça que je vois l'évolution. Deuxième question ouverte pour moi, est-ce que le contrôle de l'autorité sera vraiment suffisant? Est-ce que l'autorité qui dispose de moyens adéquats pour réagir si elle est informée des abus d'un mandataire pour cause d'inaptitude ou d'un proche, est-ce que l'autorité sera vraiment toujours informée suffisamment tôt pour pouvoir effectivement intervenir rapidement et protéger la personne qui fait l'objet d'abus? Cela, l'expérience nous le dira. En guise de conclusion, eh bien, j'aimerais dire qu'il s'agit vraiment d'une réforme majeure de notre code civil. Cette réforme a été conduite avec beaucoup de sérieux et une approche interdisciplinaire qui est indispensable dans ce domaine. Les grandes options qui ont été prises sont bonnes. Elles visent clairement à mettre sur pied un droit de la protection de l'adulte qui est moderne et respectueux des droits de la personne et de l'autonomie des individus. La gestation fut longue, on a vu que c'est il y a plus de 40 ans que l'on avait commencé à se préoccuper de l'actuel droit de la tutelle, mais le résultat est très convaincant et on ne peut que souhaiter bon vent à ce nouveau droit. Merci. Dans ma brève présentation, j'avais insisté sur les talents pédagogiques de ma collègue. Je trouve que c'est une réelle performance en 45 minutes de présenter un domaine aussi novateur, aussi complexe, où les différentes institutions finalement connaissent certains recoupements. Je trouve que c'est aussi un exemple où le PowerPoint s'est avéré particulièrement utile, si on n'avait pas pu suivre sur le tableau au fur et à mesure. Je doute finalement qu'on parvienne à faire immédiatement la synthèse. Je remercie chaleureusement Audrey pour ce magnifique travail. On me prie de vous rendre attentif, notamment pour celles et ceux qui nous quitteraient maintenant déjà avant les questions, de vous souhaiter bien sûr un excellent été, de vous rappeler que la première séance de l'année académique suivante commence par une conférence donnée le 11 octobre à 14h30 par l'ancien chancelier d'État Robert Hensler, qui est d'ailleurs actuellement président de Palexpo, sur le thème passionnant « La Genève internationale ». Nous disposons maintenant, comme annoncé, d'un quart d'heure pour formuler les questions pour celles et ceux qui le souhaitent, et Madame Lebas y répond tout à l'heure. Merci de votre attention.
de regrouper les questions. Il y en a beaucoup. C'est très bien, ça me fait plaisir. C'est le signe que ça vous a vraiment intéressé. Alors, je commence par les directives anticipées. On me dit, est-ce qu'il existe des formulaires standards pour les directives anticipées? Oui, ça existe. Il y a plusieurs organismes qui proposent de tels formulaires. J'ai pris avec moi un modèle pour celles et ceux qui éventuellement souhaiteraient les consulter. Il s'agit des directives de Prosenectute, mais vous avez plusieurs autres organismes, donc Caritas par exemple, ou Promente Sana, ou l'Organisation suisse des patients. Il y a vraiment plusieurs organismes qui proposent de tels formulaires. Toujours à propos des directives anticipées, une question intéressante. Peut-on désigner le médecin traitant comme représentant thérapeutique? Alors, sur le principe, oui, rien ne vous empêche de désigner le médecin traitant. Souvent, quand même, si on a un représentant thérapeutique, c'est pour avoir un autre point de vue que le point de vue médical. Hein. La personne qui nous représente, souvent ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle connaisse bien nos préférences, nos valeurs, et qu'elle fasse ce contrôle, je dirais, du bien fondé des propositions faites par le médecin. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre que le médecin traitant soit la meilleure personne. Par ailleurs, je ne suis pas certaine non plus que les médecins traitants acceptent ce mandat. Hein. Voilà, il n'y a pas en tout cas d'interdiction qui découlerait de la loi. Voilà pour les questions qui ont trait aux directives anticipées. Ensuite, j'ai une question ici sur une autre thématique. On me dit, pouvez-vous nous donner quelques informations sur l'application de ce nouveau droit aux personnes souffrant de troubles psychiques? Alors, c'est une question qui est évidemment très vaste. Je ne sais pas si la personne fait éventuellement référence à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui deviendra le placement à des fins d'assistance dont j'ai peu parlé. Donc cette mesure subsiste. La grande nouveauté par rapport au droit actuel, c'est que désormais on aura dans le droit fédéral, ce que l'on n'avait pas à l'heure actuelle, une base légale qui permettra de traiter sans ou contre la volonté de la personne. Hein. Jusqu'à l'heure actuelle, on avait une base légale qui permettait de placer la personne sans ou contre sa volonté en établissement, dans son intérêt, mais on n'avait pas dans le droit fédéral de base légale qui permettait de la traiter dans son intérêt. On aura désormais une telle base légale qui est toutefois limitée aux soins psychiques. Hein, donc pas de base légale pour les soins d'ordre somatique, ce qui est à mon avis une très bonne chose. Voilà, sinon c'est en soi une très large thématique, hein, que la protection des personnes souffrant de troubles psychiques. J'espère y avoir en tout cas partiellement répondu. Ensuite, en ce qui concerne le mandat, plus spécifiquement, on me dit qui jugera de l'inaptitude de la personne à protéger, hein, donc du moment à partir duquel elle est devenue incapable de discernement. Alors ça fait l'objet des vérifications qui doivent être effectuées par l'autorité. Hein, donc l'autorité devra regarder si la personne est bel et bien devenue durablement incapable de discernement. Vous savez que le discernement est une notion qui est relative, donc elle existe par rapport à un acte en particulier, et puis on la regarde au moment où l'acte doit être effectué. Et on peut avoir des personnes qui ont un discernement qui a disparu et puis qui réapparaît et qui redisparaît. Il faudra, pour qu'on puisse mettre en place ce mandat pour cause d'inaptitude, il faudra que la personne soit devenue durablement incapable de discernement. Hein. Donc tant qu'il y a des hauts et des bas, ça ne devrait pas être suffisant. Et c'est donc, pour savoir qui est la personne qui va juger, ça sera l'autorité, très vraisemblablement sur la base du rapport d'un médecin, hein, qui lui permettra de savoir si effectivement il y a état d'incapacité durable.
Ensuite, on a plusieurs questions sur la curatelle ou le curateur. Le curateur ne devrait-il pas être tenu de présenter régulièrement à l'autorité un compte-rendu de sa curatelle? Oui, effectivement. Les curateurs doivent rendre un rapport régulier d'exercice de la curatelle. C'est le cas dans le droit actuel et ce sera le cas aussi avec le nouveau droit. Quelle est l'autorité qui exercera la surveillance de ces mandats? Eh bien, c'est l'autorité de protection de l'adulte qui a la charge d'effectuer la surveillance des activités du curateur. Voilà. Ensuite, quelles sont les qualités requises pour assurer une curatelle? Alors ici, si on prend la disposition prévue par le nouveau droit, on vous dit l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Donc c'est très important de vérifier que la personne, s'il faut avoir des compétences en matière de gestion ou en matière comptable, ça sera très important que la personne effectivement dispose bel et bien de telles compétences. Ou si on a par exemple une personne protégée qui présente des troubles psychiques assez importants, là aussi il faut une personne qui dispose de la formation pour pouvoir faire face à une telle situation. Il faut que la personne dispose du temps nécessaire, donc l'autorité devra le vérifier. Il faudra que le curateur exécute la curatelle en personne. Donc ça, c'est les exigences qui sont posées par cet article 400 du nouveau droit. Deux questions portent sur l'indemnisation de la curatelle. Quelle est la somme à payer à la personne chargée de la curatelle? Là, je dois vous dire que j'ai pas de tarif en tête, donc je ne peux pas vous donner de réponse précise. Qui a la charge de ce coût? En principe, c'est à la charge du patrimoine de la personne protégée si le patrimoine est suffisant, et sinon à la charge de l'État. Il me semble que ici on a fait le tour de toutes les questions qui avaient trait à la personne du curateur. Et j'ai deux questions un petit peu plus générales. Où peut-on trouver des informations supplémentaires, Internet, des informations qui soient compréhensibles? Les textes de loi sont en général trop compliqués. Alors il existe de petits articles qui vulgarisent le nouveau droit de la protection de l'adulte et qui expliquent, me semble-t-il, en des termes tout à fait simples, le contenu de ce nouveau droit. Je peux tout à fait les communiquer ici aux personnes responsables et que ces articles vous soient accessibles. On me dit où peut-on obtenir les textes si clairs qui ont été projetés sur l'écran en accompagnement de cet excellent exposé, merci. Et là aussi, je vous mettrai à disposition mes diapositives de sorte que vous pourrez sans autre les imprimer. Voilà, j'ai fait le tour des questions. Merci beaucoup. Je reste encore à disposition si vous voulez me poser des questions hors micro. Voilà, merci beaucoup et bon retour chez vous.